Pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance pour relever ta dignité. Tes fichères que d'ivoire, fiers artisans de ta tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le lendemain. Fiers citoyens de pays, nous servons. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera de l'espérance promise à l'humanité, enfants unis dans la qualité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ce 6 mars 2026. Merci de nous faire confiance. Merci à Mère Blanc, merci à Bayakou Baradji et merci à tous ceux et toutes celles qui sont toujours assidus au festin intellectuel, là où nous cherchons simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons 4 sujets. Le 4e sujet est un texte de notre père Koulibaly Khalilou, le docteur Koulibaly Khalilou. Il a pour titre « L'homme et la politique, plongé dans le sous-sol des consciences ». Le 3e sujet qui est tiré de 7info.ci, on va vous parler de quelque chose dont on vous a déjà parlé plusieurs fois. On va être très précis. Quand on dit qu'il y a des Africains qui vont en Ukraine ou en Russie, on va vous parler du cas particulier de la Côte d'Ivoire. Le 2e sujet qui est tiré du CICG, qui est une agence de communication du gouvernement, à partir de la primature. Ici, on va vous parler des détails que le porte-parole du gouvernement a donnés après le conseil des ministres du 4 mars 2026. Et le premier texte qui est tiré de 24 heures au Bénin.info, il a pour titre « Russie, un partenaire fragile, un avertissement pour l'Afrique de l'Ouest ». Leur affaire, c'est non avec la Russie, c'est non avec la Russie. Là. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça doit être un avertissement pour chacun de nous. La coalition israélo-américaine qui frappe l'Iran depuis le 28 février 2026 a exposé les failles d'un partenariat que Moscou présentait comme un parapluie sécuritaire. Malgré un accord stratégique de 20 ans signé en janvier 2025, la Russie n'a fourni ni renseignements, ni aide militaire, laissant ainsi Téhéran, la Syrie et le Venezuela livrés à eux-mêmes. Le même manque de soutien se fait ressentir au Sahel, où plusieurs États sahéliens misent aujourd'hui sur un allié qui se montre absent quand la menace se concrétise. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout le monde connaît. C'est la guerre qui se passe en Iran aujourd'hui. Quels que soient les détails ou la position que vous allez prendre, nous ne sommes que des personnes qui peuvent observer et attirer l'attention des uns et des autres sur ce qu'il faut éviter et les erreurs qu'il ne faut plus répéter. Aujourd'hui, on va vous parler de ceux qui ont choisi la Russie comme protectrice. La Russie comme leur parapluie en matière de sécurité. Prenez par exemple l'exemple de l'Iran. En janvier 2025, l'Iran dit qu'il a signé un partenariat stratégique de 20 ans avec
l'Iran. C'était la même chose pour la Syrie. C'était la même chose pour le Venezuela. Mais lorsque ces pays ont été en difficulté, on n'a pas vu la Russie leur venir en aide. C'est la même chose encore pour les États du Sahel qui se font appeler AES. Ils ont dit qu'avec la Russie, ils allaient trouver des solutions pour enlever les djihadistes et pouvoir faire développer leur pays. Mais les Russes n'ont pas été capables de leur apporter la sécurité. Les Russes n'ont pas été capables aujourd'hui d'exploiter les ressources naturelles des pays de l'AES dans la transparence et sur le chemin du droit international. Aujourd'hui, c'est devenu plus grave même que hier dans les pays du Sahel. Et ça, chaque fois que tous les États, tous les pays qui ont signé un accord avec la Russie, quand ils ont besoin de renseignements, ils n'obtiennent pas les renseignements. Quand ils ont besoin d'aide militaire, ils n'obtiennent pas l'aide militaire. Quand ils ont besoin du matériel qu'il faut, ils n'obtiennent pas le matériel qu'il faut. Prenez par exemple l'exemple du Sahel. Dans une guerre asymétrique, quelle est la première chose qu'il faut rechercher? Dans une guerre qui n'est pas classique, dans une guerre qui n'est pas normale. Parce que les guerres normales, c'est entre deux personnes qui s'affrontent. Mais la guerre contre le terrorisme, quand on dit que c'est une guerre asymétrique, ça veut dire que c'est une guerre qui n'obéit à aucune règle, où ton ennemi est caché. Donc la première chose dont tu as besoin, c'est d'abord le renseignement, c'est l'information. Mais on nous dit que la Russie est une superpuissance. Les Russes ne sont jamais attaqués ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Mais le gouvernement du Mali et les peuples du Mali, du Burkina Faso et encore du Niger se font attaquer. Est-ce que vous allez me dire que c'est parce que les Russes sont chanceux? Non. Ils ont du renseignement, mais ils refusent de donner à leurs alliés du Sahel. C'est ça la Russie. Une fois que la Russie est rentrée dans ta maison, c'est pour te mettre permanemment et constamment en danger pour pouvoir t'exploiter. Quand il n'y a pas de menace, c'est comme des mercenaires. Tu es très content, ils font le malin. Mais dès qu'il y a une menace qui vient, tu vois qu'ils se cachent et ils deviennent incapables. C'est la leçon qu'il faut retenir. En Iran, le bilan de l'offensive est déjà à 40 dignitaires et hauts gradés tués et de plus de 2000 cibles frappées, tandis que le régime, pourtant lié à Moscou par un pacte militaire, n'a reçu aucune donnée de renseignement capable de prévenir l'assaut. Le même scénario s'est vu en Syrie. Après l'appui crucial de Moscou pendant les premières années du conflit, le régime de Bachar al-Assad a vu son allié se retirer, laissant le régime tomber. Et aujourd'hui, par exemple, prenez le cas de l'Iran. Les chefs du gouvernement d'Iran, il y a au moins 40 qui ont été tués. Il y a plus de 2000 endroits qui ont été bombardés. Mais la Russie n'a même pas été capable ni de prévenir pour dire « Ah, il aura attaque ». Et la Russie n'a même pas été capable de donner ne serait-ce qu'un minimum d'informations pour empêcher les attaques ou même pour prévenir les attaques. Ça là, ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui là, c'est la même chose qui s'est passé en Syrie. Quand les événements ont commencé en Syrie, ils ont fui pour aller là-bas tant qu'on peut les payer. Et tant qu'ils peuvent exploiter et contrôler Bachar el-Assad, tout allait bien. Mais dès que les choses se sont renversées, ils ont laissé tomber Bachar el-Assad, ils ont négocié avec ceux qui étaient les terroristes, ils sont sortis, ils ont laissé les Syriens à leur propre sort. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro, autre bénéficiaire d'un accord de défense, n'a bénéficié d'aucune assistance concrète depuis sa capture, ni lors des tensions précédentes avec les Américains. Bon, on n'a qu'à laisser tout ça. Aujourd'hui, il y a Nicolás Maduro qui est en prison ici aux États-Unis. Même le soutien moral pour dire « Ah, vraiment, on est de cœur avec toi ». La Russie n'a pas fait ça. Alors que la Russie
avait un accord de défense pour venir en aide à Nicolás Maduro et au Venezuela. Ces abandons ne sont pas le fruit du hasard. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la plupart des divisions d'élite russes sont mobilisées à l'est de l'Europe, réduisant drastiquement la capacité de Moscou à déployer des conseillers, des systèmes de défense ou de renseignement à l'étranger. Mais ne soyez pas dans les sentiments pour penser que non, c'est parce que la Russie est mauvaise ou bien c'est parce que la Russie est incapable. L'une des raisons qui explique le fait que la Russie n'est pas efficace sur le terrain international en termes de renseignement militaire et de capacité militaire et ne peut donc pas aider ses alliés, l'une des raisons, c'est la guerre que la Russie mène en Ukraine. Aujourd'hui, là, ils sont la guerre en face d'eux. Et donc, pour ne pas, ils se disent quoi? À partir de l'Ukraine, les États de l'Europe peuvent les envahir. Et donc, aujourd'hui, là, la Russie ne peut pas mener plusieurs guerres à la fois. C'est une guerre qui est en face de toi. Donc, la Russie a concentré toutes ses capacités militaires dans la guerre avec l'Ukraine. Ça fait un. Et tous ceux qui sont leurs conseillers militaires, ils sont sur ce front-là. Et presque toutes les stratégies de défense, ou bien tous les systèmes de défense, ou bien tous les moyens de renseignement que la Russie possède, la majorité se trouve sur le front parce qu'ils ont un danger en face d'eux à leur frontière qui est l'Ukraine. Le résultat est clair. Un partenaire qui promet un soutien militaire, mais qui ne peut pas le concrétiser parce que trop débordé par ses propres conflits. Et donc la Russie aujourd'hui craint pour elle-même et ne peut donc pas craindre pour les autres. Voilà l'explication, ou bien tout au moins l'une des explications. Les répercussions pour l'Afrique de l'Ouest. Quand les Russes sont en Afrique de l'Ouest, ça a quelles conséquences? Au Sahel, la dépendance à l'égard de la Russie s'est intensifiée à travers les accords de coopération avec le Mali, le Burkina et le Niger. Pourtant, les attaques djihadistes persistent. Depuis le 12 janvier 2026, plus de 150 incidents ont été recensés dans la zone du Niger, dont l'attentat de l'aéroport international revendiqué par les groupes armés opérant depuis le même pays. Aucun dispositif aérien russe n'a été déployé et les prétendus avions de combat entre guillemets fournis par la Russie restent inopérants en raison de la pénurie de pièces détachées. Conséquence directe des sanctions occidentales qui touchent aussi le secteur de la défense russe. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, il y a des pays comme le Niger, comme le Burkina et le Mali qui ont choisi de prendre la Russie comme partenaire. Tout le monde est libre de prendre la Russie comme partenaire ou bien les États américains, etc. Mais le problème ici, prenons par exemple le cas du Niger. Entre le 12 janvier 2026 et aujourd'hui 6 mars 2026, au Niger seulement là, il y a eu plus de 150 attaques. Au Niger seulement. Maintenant, les Russes n'ont pas été capables de donner des renseignements aux gens du Niger. Ils disent qu'ils ont des soi-disant avions de combat. Mais ces avions de combat là, vous ne voyez pas les gens dire, mais et drone là. Vous dites que vous avez des avions, les troupes appellent à l'aide pour avoir des appuis d'avions ou bien pour avoir des appuis de drones de l'armée, mais il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? C'est ça, on va vous expliquer. Il n'y en a pas parce que les Européens là, ils ont mis embargo sur la Russie en matière de pièces détachées. Et donc là, les avions que les gens payent avec la Russie là, pour avoir les pièces détachées là, c'est très difficile. Donc une fois que l'avion, ce sont des appareils qu'il faut constamment maintenir. Une fois que vous avez besoin d'une seule pièce là, comme il y a des sanctions des Occidentaux sur la Russie, qui font que il y a un manque de pièces détachées du matériel russe sur le marché mondial, si tu payes un avion ou bien un matériel russe, il y a de fortes chances que tu ne vas pas avoir des pièces de rechange à cause de ces sanctions-là. Donc vous comprenez maintenant pourquoi dans l'AES les gens disent, mais vous dites que vous avez payé des drones, vous dites que vous avez payé des matériels russes,
Mais comment se fait-il que quand il y a des attaques, on ne voit pas ces avions, on ne voit pas ce matériel-là? Actuellement, la Russie est sous des sanctions de la part des Occidentaux. Et ces sanctions-là concernent le secteur de la défense russe, notamment les pièces détachées des matériels militaires russes. Voilà la raison. Face à ces constats, les États d'Afrique de l'Ouest doivent réévaluer leurs choix stratégiques. Donc quand on regarde cela aujourd'hui, avec tous les exemples qu'on vient de vous donner, les États, les pays qui croient encore à la Russie, ils doivent réétudier et réexaminer leur position. Quel avenir ces pays-là veulent donner à leur pays? Quel avenir le Mali, le Burkina et le Niger veulent se donner en termes de choix par rapport à l'avenir? Un partenaire qui ne peut pas protéger ses alliés en Iran, en Syrie ou au Venezuela ne pourra pas non plus assurer la défense de leurs frontières face à une violence terroriste toujours plus persistante. Si la Russie n'a pas été capable de protéger l'Iran, la Syrie et le Venezuela, en vérité, ce ne seraient pas les États de l'AES que la Russie pourrait protéger. Surtout que ces États, que sont le Niger, le Mali et le Burkina, ne sont pas simplement confrontés au terrorisme, mais il y a aussi plusieurs groupes armés et il y a aussi maintenant des guerres civiles dans ces pays-là, même si les gens n'en parlent pas. Il y a des guerres civiles aujourd'hui. Il y a des gens, eux, ils ne sont ni des rebelles, ils ne sont pas des djihadistes, mais tels que leur gouvernement actuel les traite là, eux sont énervés, ils se sont constitués en groupe. Et donc, eux aussi, ils font partie de l'équation aujourd'hui. Donc, la Russie ne pourra pas protéger ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Ça peut choquer ces personnes, mais il faut leur dire cette vérité. Renforcer ses liens avec les acteurs régionaux et organisations multilatérales, monter en puissance les armées nationales, perpétuer les accords avec des acteurs fiables, apparaît comme la voie la plus prudente et efficace pour éviter de se retrouver seul face à la tempête. Et donc, comme l'ONU l'a bien dit aux États du Sahel, hey, cette guerre-là, vous ne pourrez pas la gagner seul, sinon déjà, vous l'auriez fait. Cette guerre-là, vous ne pouvez pas la gagner avec la Russie, sinon la Russie aurait déjà fait ses preuves. La réalité est que, comme l'a dit l'ONU, quand le représentant malien est venu demander de l'aide, il va falloir que vous repartiez dans la CEDEAO. Il va falloir que vous donnez des acteurs régionaux qui ont les mêmes intérêts de protection de leur pays que vous et qui vont appliquer la carte de la sincérité. Il va falloir que vous vous donnez des organisations efficaces et fiables en qui on peut faire confiance pour pouvoir vous aider. Mais la Russie aujourd'hui est une carte qui ne peut plus et ça se voit. Vous êtes aujourd'hui seul face à la tempête et la Russie est là et vous ne vous en sortez pas. Pour l'Afrique de l'Ouest, placer son avenir sécuritaire entre les mains d'un allié qui ne fournit que des mots constitue un risque que l'on ne peut plus se permettre. Et chaque fois que, quand Bachar al-Assad a été enlevé, la Russie dit quoi? Nous condamnons. Quand Maduro a été enlevé, nous condamnons. Quand le dirigeant iranien a été neutralisé, nous condamnons. Eux là, quand ils sont avec toi, il faut savoir que c'est nous condamnons. Quand ils sont avec toi là, une fois qu'un malheur t'arrive là, nous condamnons. Ça s'arrête à ça. Est-ce que c'est nous condamnons là? Prendre un mot, M-O-T. Est-ce que c'est ça qui est la garantie d'un partenariat militaire? Je ne crois pas. Et donc réfléchissons. Sujet numéro 2. Cherté des loyers, coupure courante de l'électricité. Le porte-parole du gouvernement apporte des éléments de réponse. Donc le ministre de la communication, M. Amadou Koulibaly, le mercredi 4 mars 2026, au palais présidentiel d'Abidjan, lorsqu'ils ont fini le conseil des ministres, les gens lui ont posé des questions. On dit, pourquoi le loyer là c'est cher? La réponse qu'il a donnée est la suivante. Concernant la cherté des loyers, le gouvernement a déjà pris des décisions pour fixer le nombre de mois
que l'on doit payer en termes de caution et de mois d'avance. Soit 2 mois de caution, 2 mois d'avance. C'est même fixé dans le contrat de bail. L'État prend des décisions. Il appartient à chacun de nous de faire en sorte que ces décisions soient respectées. Quand on lui a demandé pourquoi le loyer est cher, il dit, les gars, vous les Ivoiriens là, vous avez un comportement que vous voulez cacher à vous-même. Vous pensez que c'est le gouvernement qui va venir frapper les propriétaires des maisons pour vous. Vous pensez que c'est le gouvernement et le président qui vont se lever pour aller chercher une maison pour vous. Et quand le propriétaire va vous dire, vous allez payer 6 mois de caution avec 6 mois d'avance, le gouvernement va les gifler pour vous. Et puis maintenant, enlever leurs dents. Et puis dire, bon, vous la rentrez dans la maison, là, cadeau. Il dit, eux là, eux ne peuvent pas faire ça. Il a rappelé, il dit dans la loi là, c'est que eux peuvent faire là. Eux, ils ont fait. C'est pas eux, ils ont construit une maison des gens. On est dans un système libéral capitaliste. Il dit, ce qu'on peut faire là, c'est de mettre des lois en place pour encadrer le domaine. Il dit, il rappelle à tout le monde que le gouvernement a déjà fixé un cadre pour cela. Il dit, dans notre loi là, si tu vas chez quelqu'un là, et puis la personne te dit, moi c'est 6 mois de caution, 6 mois d'avance là. Il dit, tu as 2 choix. Soit tu n'acceptes pas, parce que tu lui dis, ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Ou bien, tu dis, ok, tu appelles la police pour signaler la personne. Ceux qui disent que la maison est chère, là, il y a qui a signalé quelqu'un qui dit qu'il ne respecte pas la loi? Il y a qui a signalé un propriétaire de maison qui dit 6 mois d'avance, 6 mois de caution? Vous dites que la maison est chère là, mais est-ce que vous dormez dehors? Malgré que vous criez que c'est cher là, les conditions sont imposées et ces conditions violent la loi, mais vous acceptez. Voilà toute la réalité. Donc arrêtez votre hypocrisie. Vous-même, vous ne voulez pas respecter la loi et vous voulez que les autres se battent pour vous. Ça là, ce n'est pas possible. Donc il a rappelé ça et qu'est-ce qu'il a dit? L'État prend des décisions. Il appartient à chacun de nous de faire respecter en sorte que ces décisions soient respectées. Point. Il dit, ce qu'eux peuvent faire là, c'est de mettre des règles et des normes pour que chacun puisse faire respecter cela. Ou bien si tu es en difficulté, tu rappelles la loi et maintenant là, quand on vient confronter maintenant celui qui a violé la loi, c'est comme ça qu'on peut appliquer la loi. Donc il a été clair. Donc vos bavardages que vous faites là, maison est chère là, qui a dénoncé un propriétaire des maisons? Qui a appliqué la loi en voulant faire respecter la loi? Si chacun de nous se met à faire respecter la loi, vous verrez que les propriétaires à leur maison là, ça ne boit pas l'eau. Et leur maison là, ils ont construit pour chercher l'argent. Si tout le monde combat les excès qu'ils font là, les exagérations que les propriétaires des maisons font là, vous allez voir là, tout le monde va appliquer 2 mois d'avance, 2 mois de caution, et puis tout le monde sera tranquille. Donc arrêtez vos bavardages là. Allez d'abord lutter pour appliquer ce que la loi vous demande de faire. Et vous allez voir si ça ne va pas marcher ou même si ça va marcher. Point. Monsieur le ministre, affaire de courant là, pourquoi courant se coupe? Pour les coupures récurrentes de l'électricité, il a dit qu'elles sont dues à la forte période de chaleur dans laquelle nous entrons. Chaque fois que nous rentrons dans cette période de chaleur, nous avons quelques problèmes en termes de production, car la Côte d'Ivoire produit aujourd'hui suffisamment d'énergie pour sa consommation, mais en termes d'équipement, nos équipements doivent être renouvelés. Il y a un plan qui est mis en œuvre pour renouveler tout l'équipement qui permet la distribution de l'électricité et de rassurer. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie est en train de mettre en œuvre tout pour renouveler notre réseau de distribution de l'énergie électrique. Nous pensons qu'à l'issue de la mise en œuvre de ce plan, dans quelques années, ce problème sera derrière nous. Courant qui se coupe là. Il n'y a plus de magie. Il dit, l'année dernière, est-ce que ce n'est pas la même période? Le climat, le temps là, c'est pas Ouattara qui contrôle. C'est pas lui qui appuie la machine là pour qu'il n'a qu'à faire chaud, pour qu'il n'a qu'à pleuvoir, ou même pour qu'il n'a qu'à faire froid. Quand la période de la chaleur arrive là, tout le monde utilise les climatiseurs, les splits.
Donc là, la demande en électricité devient énorme. Il dit, on va même plus vous dire que c'est le temps, mais c'est le climat. Hein. Il dit, ce qui est le vrai problème là, faut pas avoir honte. Il dit, le matériel pour faire circuler le courant, le matériel pour distribuer le courant là, c'est devenu très très vieux. Et ça fait que courant là, quand tu produis là, tu peux pas garder dans ta poche. Ou mais il n'y a pas une maison pour dire, on va mettre dans un sac et puis on va attacher pour garder. Une fois que c'est produit là, si on n'utilise pas là, ça se gaspille. Soit on vend, ou bien soit on gaspille. Or, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'on ne produit pas beaucoup d'énergie. On produit même jusqu'à on vend. Mais comment se fait-il que le courant se coupe? Courant se coupe parce que le matériel qu'on a, le matériel qui doit assurer le transport du courant là, c'est devenu peu et c'est devenu vieux. Voyez-vous comment le gouvernement est transparent? Si c'était un autre gouvernement, ils vont faire yuruku, ils vont vous tromper. Mais voilà la vraie vérité. Il dit, la Côte d'Ivoire produit beaucoup de courant, jusqu'à même on vend même. Mais le vrai problème là, c'est les équipements qu'on doit renouveler. Les équipements là, c'est le matériel qu'on prend pour faire transporter le courant là. Il dit c'est là qu'il y a le problème. Et puis le matériel qu'on prend pour distribuer le courant là, il dit c'est ça. C'est devenu vieux et puis il n'y en a pas beaucoup pour la Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai problème. Il dit actuellement là, le ministère est en train de travailler. Le ministère est en train de travailler. Le ministère des Mines et de l'Énergie, le ministère de Sangafoya là, ils sont en train de travailler pour mettre en place un nouveau réseau de distribution de l'énergie électrique. Donc là, ça ne va pas finir en 1 mois, 2 mois. Il dit d'ici quelques années, si ils arrivent à renouveler le matériel là, et puis ils arrivent à mettre en quantité là, le coupure du courant là, ça va finir ou mais ça va diminuer beaucoup. Donc, voilà un message qui est vrai et voilà un message qui peut satisfaire les uns les autres. Parce que tout message qui est frappé par le sceau de l'honnêteté, quand tu connais la vérité sur quelque chose, tu sais maintenant à quoi t'en tenir. Sujet numéro 3. Guerre en Ukraine. Des Ivoiriens pris dans l'engrenage du recrutement russe. Quand on vous dit que la guerre en Ukraine là, quand on a parlé des Camerounais, les Ivoiriens disent oh c'est vous. Quand on a parlé des Kenyans, oh c'est vous, des Bouki, ou même des Mabouliens, ou même des Tunkia. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi dedans. On va vous parler aussi des plaies Ivoiriens là. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, plusieurs ressortissants africains, dont des Ivoiriens, se retrouvent engagés dans les rangs de l'armée russe. Attirés par des promesses d'emploi, de salaires élevés ou d'opportunités d'études, certains découvrent trop tard qu'ils sont enrôlés pour participer au conflit qui oppose Moscou à Kiev. On a beaucoup parlé de ce sujet, donc je vais aller rapidement. Tous les détails qui font que les gens, ils arrivent à prendre les gens là. On vous a déjà donné tous les détails. Selon plusieurs sources, environ 100 d'Ivoiriens ont ainsi été recrutés pour combattre aux côtés de l'armée russe. Donc, ce qu'on va vous dire aujourd'hui là, dans les Africains, parmi les Africains qui s'en vont combattre en Russie là, s'il n'y a rien, au moins, c'est au moins 100 Ivoiriens. Il y a effectivement des Ivoiriens dedans. Beaucoup sont partis avec l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie, sans mesurer les risques réels d'un conflit devenu de plus en plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a une guerre qui a tué l'homme en Europe, c'est la guerre Ukraine-Moscou. Aujourd'hui, là, nos frères ivoiriens se retrouvent sur ce champ de guerre. Et pourquoi ils sont allés là-bas? Parce que, eux là, comme on le dit au pays là, ils ont longs yeux. Ça, c'est les Ivoiriens seuls qui peuvent comprendre ce qu'il dit. Quand on dit que quelqu'un a des longs yeux là, ça veut dire que la personne veut plus que ce qu'elle mérite ou ce qu'elle a. Ils vont là-bas avec l'espoir que ça va changer leurs conditions de vie. Mais en allant là, ils ne savent pas dans quel risque ils se mettent. Une enquête publiée en février 2026 par l'association européenne All Eyes on Wagner, Impact, intitulée Le business du désespoir, révèle l'existence d'un système de recrutement de combattants africains pour la guerre en Ukraine. Le rapport de 73 pages recense au moins 1417 ressortissants africains
engagés dans les forces russes depuis 2023. Donc, il y a une association européenne qu'on appelle All Eyes on Wagner. Eux, ils ont fait un rapport, ils ont fait un papier, un document, ça fait 73 pages. Dans les 73 pages là, ils disent depuis 2023, ça veut dire les 2 dernières années, 2023, 2024, 2025 là, ils disent il y a au moins 1417 Africains, toutes nationalités confondues, qui sont dans l'armée russe en train de combattre. Parmi eux, 316 auraient déjà perdu la vie, tandis que plusieurs autres sont portés disparus. Ces chiffres pourraient être bien plus élevés selon les auteurs de l'enquête. Les contingents les plus importants proviennent d'Égypte, du Cameroun et du Ghana. La Côte d'Ivoire apparaît plus loin dans le classement, mais plusieurs dizaines de ressortissants seraient néanmoins concernés. Et parmi les Africains qui sont partis là, il y a au moins 316 qui sont déjà morts. Et il y a plusieurs, eux là, on ne sait même plus ce qu'ils sont devenus. Ça veut dire, même morts, on ne peut pas leur coller parce qu'eux, ils ont disparu complètement. Maintenant, l'enquête dit que les pays qui donnent le plus de personnes là, c'est l'Égypte, le Cameroun et le Ghana. Mais, il y a la Côte d'Ivoire aussi dedans. Il y a au moins une centaine d'Ivoiriens qui sont là-bas. Mais qu'est-ce qui leur fait penser? Qu'est-ce qui leur donne l'espoir que cette guerre va s'en sortir? Simplement des promesses de salaire et de nationalité. Ce qui fait que beaucoup parmi ces Africains-là vont dans cette guerre-là. Il n'y a pas d'autre secret. Ils vont là-bas parce qu'on leur promet qu'on va leur donner de l'argent et puis la nationalité russe. Le mode opératoire repose sur des promesses particulièrement attractives. Ce sont une prime initiale pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars, un salaire mensuel d'environ 2500 $, une assurance santé et même la possibilité d'obtenir la nationalité russe. Je vous ai déjà dit, dans l'avant-dernier article qu'on avait lu là, ils ont des systèmes. Si tu es bien formé, ou même tu étais déjà milicien, ou bien tu étais habitué aux armes, ton contrat là, on peut te donner déjà une première partie jusqu'à 30 millions. Si tu n'es pas trop bien formé, entre 20 et 25 millions. Après on te dit, quand tu vas arriver là-bas, 2500 $, ça veut dire on va te payer comme ça, comme 1 250 000 francs CFA par mois. Tu vas recevoir ça comme salaire. On va te donner une bonne assurance. Et puis, quand tu vas finir la guerre, là, on va te donner la nationalité russe. Comment ils font pour pouvoir avoir les gens? Comment les Russes font pour pouvoir avoir les gens? Des publicités circulent sur les réseaux sociaux, dans différentes langues, ciblant particulièrement les jeunes Africains confrontés au chômage et à la précarité économique. Et donc là, ce que vous ne savez pas là, dans les différentes langues, ils ont formé des agents des services de renseignement russes, des services du FSB. Et donc là, ces gens-là, ils ont tout mis en œuvre pour vous attirer sur les réseaux sociaux. Comme c'est là-bas, il y a beaucoup de jeunes sur TikTok, sur Facebook. Et maintenant là, ils parlent plusieurs langues. Quand ils ciblent un pays, les langues les plus parlées là, en tout cas, ils mettent tout en place. Et c'est qui ils recherchent? Les jeunes Africains qui sont dans le chômage. Les jeunes Africains qui n'ont pas les moyens. Des sites internet dédiés et des groupes sur Facebook, Telegram ou WhatsApp permettent d'entrer facilement en contact avec les recruteurs. La communication se présente souvent comme cette opportunité, une manière de changer, entre parenthèses, sa vie, sans évoquer la réalité du front ukraino-russe. Et là, c'est sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, sur TikTok. Ils ont des sites là-bas où vous pouvez les contacter facilement. Ou bien eux-mêmes là, ils vous lancent des informations. Et comme ça, ceux qui ont longs yeux là, on te dit non, il faut venir. Ça là, voilà l'opportunité ici. On va changer ta vie. Mais on ne te dit jamais ce qui est derrière changer de vie. L'enquête révèle également plusieurs canaux de recrutement. Certains combattants africains déjà engagés publient sur les réseaux sociaux des images de leur quotidien en Russie. Il s'agit de selfies en uniforme, de visites touristiques ou de messages vantant la camaraderie militaire.
Ces contenus contribuent à créer une image séduisante qui incite d'autres jeunes à tenter l'aventure. D'autres filières passent par de fausses offres d'emploi dans les secteurs industriels et agricoles. Maintenant encore, qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes Africains qui sont déjà au front là-bas, là, on leur fait faire des vidéos pour faire croire que tout va bien et que c'est tellement intéressant, c'est une belle opportunité. Et quand tu es peut-être béninois, on peut te parler en bassa, ou bien si tu es ivoirien, on peut te parler par exemple en baoulé, en djoula. En tout cas, tout ce qu'on peut faire pour toucher ton esprit, pour te rendre cette idée-là belle, pour t'attirer là. Tu les vois, ils sont en uniforme, ils sont en selfies, ils te disent que non, actuellement même, ils sont en visite touristique dans un coin, on te montre des images, comme si tout était bien, et quand tu es dans l'armée russe, vraiment, les Russes sont gentils, c'est la camaraderie. C'est ça qui attire beaucoup de personnes. Maintenant, il y a une autre manière. D'autres filières passent par de fausses offres d'emploi dans le secteur industriel et agricole. Maintenant, il y a d'autres sites, eux là, ils disent comme actuellement en Russie à la guerre là, eux cherchent des gens pour travailler dans leurs usines et puis dans les champs. Donc, c'est ce qu'on te dit. Des candidats recrutés pour des postes supposés en Russie découvrent après leur arrivée qu'ils sont dirigés vers des centres militaires. Donc, quand on te dit que toi, tu vas aller travailler dans usine, on te donne un grand salaire. Ou bien tu vas aller travailler dans le champ avec un grand salaire, toi, tu es content. Tu penses que c'est la vérité. Mais une fois que tu mets les pieds en Russie, là, direct, camp militaire, centre de formation militaire. Le système exploite aussi les filières estudiantines. Des jeunes Africains arrivant avec un visa d'étudiant se retrouvent confrontés à des difficultés administratives ou financières et voient dans l'engagement militaire une solution rapide. Maintenant, il y a une autre voie encore. Ça fait maintenant la 4e stratégie. Tu quittes dans ton pays en tant qu'étudiant africain. Tu as tous les papiers. Et tout va bien pour toi. Tu es allé, c'est dans le cadre normal des études pour revenir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand tu arrives en Russie, là, c'est avec l'administration russe que tu vas faire tes papiers. Là-bas, là, on te crée des difficultés. On met des bâtons dans les roues. Toi, tu n'es même pas russe, tu ne comprends pas russe, tu es arrivé, tu te venu pour les études. Mais les papiers que tu dois avoir, et tu dois aller vers l'administration russe pour avoir ces papiers-là, on te rend ça difficile. Et quand tu n'as pas les papiers, tu vas tourner sur toi-même. Et donc, il y a beaucoup de jeunes, quand c'est comme ça, pour pouvoir contourner le problème, ils rentrent dans l'armée russe. Mais c'est fait exprès pour les pousser à ça. Il y a une 5e possibilité qui est utilisée. Les migrants piégés et les recrutements forcés. Certains migrants africains en situation irrégulière en Russie ou en Biélorussie seraient également confrontés à un choix qui leur est imposé, celui de l'expulsion ou de l'enrôlement dans l'armée. D'autres encore sont recrutés par l'intermédiaire des réseaux d'immigration clandestine ou d'agences de voyage qui servent de relais. Maintenant, les rares Africains qui se retrouvent dans des pays qui sont liés à la Russie, quand on t'attrape que tu es un clandestin, on te dit, bon, voilà. Soit on va t'expédier dans ton pays, ou bien quelque part hors de nos frontières, mais si tu veux aussi, tu peux rentrer dans l'armée. Et ça se passe beaucoup en Russie, et les gens n'en parlent pas. Ça se passe beaucoup en Biélorussie, les gens n'en parlent pas. Il y a encore une autre stratégie. Recrutés par l'intermédiaire des réseaux d'immigration clandestine ou d'agences de voyage. Il y a aussi des réseaux clandestins. On vous dit d'immigrer vers ces pays-là. Vous acceptez ou bien des soi-disant agences de voyage qui ne sont que des centres de recrutement. Initialement menés par le groupe paramilitaire Wagner dans les pays où il a déjà implanté ses bases comme la Centrafrique, le Mali ou le Burkina Faso, ces recrutements se sont progressivement étendus dans d'autres pays africains dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya et la Sierra Leone. Donc, aujourd'hui, là, les gens de Wagner que vous voyez sur le terrain, là, ils ne viennent pas seulement pour exploiter les ressources de ces pays-là illégalement. Ils ne viennent pas seulement pour être des mercenaires, mais ils sont aussi des recruteurs. Si on vous explique tous ces détails-là, c'est pour que vous ouvrez les yeux, pour que vous expliquiez ça à vos parents, de se méfier. Et donc, les Wagner aussi,
Ils sont là. On avait déjà vu ça en Centrafrique, recruter des gens au Mali, au Burkina, mais maintenant ils sont aussi en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Kenya et en Sierra Leone. Quand ils prennent les jeunes là-haut, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller les transformer en chair à canon. Ça veut dire quoi? C'est pour aller les mettre là où ils ne veulent pas mourir là. On s'en va mettre les jeunes là-bas pour qu'ils n'ont qu'à tuer les jeunes là. Il n'y a pas, gros français là, il n'y a pas de bénéfice dedans. Si on dit les choses simples là, tout le monde comprend. Pour les organisations qui suivent le dossier, ces pratiques reposent sur une asymétrie d'information. Les candidats sont attirés par des promesses économiques sans connaître la réalité de la guerre. Beaucoup se retrouvent rapidement envoyés sur les lignes de front, parfois après une formation de très courte durée. Le rapport évoque ainsi une stratégie qui transforme les jeunes Africains en combattants de première ligne dans un conflit qui ne les concerne ni de loin ni de près, qui ne concerne ni leur pays ni leurs intérêts directs. Donc, quand tu acceptes tout ça là, eux ne t'ont pas promis pour que tu reviennes vivant. Donc, on te met là où eux n'ont pas envie de mourir là. C'est là-bas, toi, on t'envoie. Là, toi, là, tu vas devenir leur cobaye. Maintenant, quand on te prend comme ça là, ils te disent pas la vérité. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Ça veut dire l'information que toi, on te donne là, avec eux, leurs intentions là, c'est pas, ça colle pas. C'est quand tu tirais maintenant là, voilà toi, voilà ta réalité là. Tu dis si je savais, mais si je savais n'a pas de queue. Là maintenant là, ton destin maintenant là, ça ne dépend plus de toi-même. Et quand tu arrives là-bas là, comme on t'a envoyé pour que tu sois chair à canon là, pour qu'on a qu'à te tuer facilement là, est-ce qu'on te forme bien même? Et en quelques 30 jours on dit il faut aller au front, tu es déjà prêt. Ça fait simplement pitié. Mais si on n'en parle pas pour que nous prenions conscience, aujourd'hui la Russie est en train de transformer l'Afrique en un réservoir qu'elle est en train de puiser les ressources humaines. Un phénomène qui inquiète en Afrique. La multiplication de ces cas commence à susciter l'inquiétude dans plusieurs pays africains. Des familles signalent la disparition des proches, partis travailler ou étudier en Russie, d'un tel reste sans nouvelles. Et donc aujourd'hui, si tu vois ton enfant, tu entends que non, ton enfant est parti en Russie ou bien, faut plus te fatiguer, il est dedans. Il t'a dit, il t'a pas dit, vrai là, il est déjà parti. Donc tout ce que tu peux faire, faut commencer à organiser funérailles. Faut commencer à organiser funérailles. Ça là, ça va te faire mal, mais moi je préfère te dire ça. Pour les observateurs, cette situation met en lumière la vulnérabilité de nombreux jeunes Africains confrontés au chômage et à l'absence de perspective. Un terreau fertile pour les réseaux de recrutement liés à la guerre. Dans ce contexte, la sensibilisation et la vigilance des autorités deviennent essentielles pour éviter que d'autres Ivoiriens ou encore Africains ne se retrouvent à leur tour pris dans l'engrenage d'un conflit lointain et particulièrement meurtrier. La guerre qui se passe en Ukraine et puis en Russie là, ça tue l'homme dedans d'air. Ça là, c'est pas film hindou, hein. C'est quand on te dit là, c'est pas amusement. Si tu t'en vas dedans, tu sais pas où, tu vas mourir là-bas. Pour ne pas mourir, faut rester chez toi. Tout ce qu'on va te dire, quelque chose qui est lié, si c'est pas pour venir en Amérique, si c'est pas pour venir en Europe de l'Ouest là, toi-même là, depuis quand tu as vu quelqu'un qui allait faire aventure en Chine, quelqu'un qui allait faire aventure dans la zone de Russie là, et puis on dit il a réussi. Je n'ai pas dit il n'y en a pas, hein, mais la quantité d'hommes et de femmes qui viennent en France, aux États-Unis, dans les pays que je viens de citer, les pays occidentaux là. En tout cas, il y a de fortes chances là-bas. Quand tu compares un aventurier qui est en Europe de l'Ouest ou même aux États-Unis, et puis les aventuriers qui sont en Chine et puis en Russie là, il y a de fortes chances que être en Occident est mieux. Et ça, c'est quand il n'y avait même pas encore la guerre. Maintenant, en temps de guerre, là, toi, tu vas te mettre dans ça. Ça là, si tu reviens vivant, c'est ce qui va nous étonner. Donc, ce que nous, on peut faire, on va continuer à sensibiliser. On va continuer à informer. L'autorité pourra faire ce qu'elle peut, mais c'est à toi-même là d'arrêter de donner ta vie facilement. C'est vrai, tu es au chômage. C'est vrai, tu te dis quel sera mon avenir. C'est vrai, tu es dans le désespoir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller t'offrir à la mort. Faut rester vivant
pour pouvoir gagner quelque chose. C'est vraiment utile pour ta propre vie. Sinon, tu t'en vas t'offrir à la mort cadeau. Sujet numéro 4. L'homme et la politique. Plongé dans le sous-sol des consciences. La lutte politique possède une lumière brutale. Elle éclaire, elle rassemble, elle donne aux hommes l'impression d'être nécessaires. Dans le tumulte des meetings, des slogans et des fidélités proclamées, chacun croit occuper une place décisive dans le mouvement de l'histoire. La ferveur collective agit comme un projecteur. Elle grossit les silhouettes. Elle magnifie les rôles. Elle confond souvent l'utilité avec l'importance. Chers parents, la politique qu'on fait là, c'est souvent très utile qu'on vienne vous dire ce que beaucoup parmi vous ne comprennent pas. La politique là, ce n'est pas un jeu. C'est un jeu d'intérêt. Et c'est un jeu dans lequel tu veux toujours maintenir tes intérêts. Et c'est très normal. Et donc, en politique, là, il y a tout dedans. C'est un jeu très, très brutal. Hey, non, la politique, nous sommes des frères, c'est faux. C'est un rapport de force, comme dirait Hegel. C'est une compétition permanente. C'est une compétition de survie idéologique, mais de survie véritable. Il faut qu'on dise cette vérité-là aux uns aux autres. Et quand tu fais la politique, pour finir, tu as l'impression d'être nécessaire. Ça veut dire sans toi, là, rien ne peut aller. Surtout quand tu te retrouves dans les meetings. Quand tu te retrouves avec les slogans les plus enflammés. Quand tu te retrouves, des gens viennent te faire fidélité. Des gens viennent te faire allégeance. Tu penses que tu es en train d'occuper une place tellement utile dans le mouvement de l'histoire que tu deviens le centre du monde. Ça te fait grossir la tête. Tu vois des milliers de personnes qui sortent pour toi dans une ferveur collective. Toi, tu es balancé sur les projecteurs, on te voit partout, on crie ton toi seul, tout le monde dit ton nom. Toi, la petite silhouette, toi, le petit être humain, tu te vois, tu es grossi dans ta tête, tu magnifies ton rôle, tu finis par confondre et tu te dis, mais finalement, est-ce que je ne suis pas plus utile qu'important? Est-ce que je ne suis pas plus nécessaire qu'important? Toi-même, tu finis par penser que sans toi, le monde ne peut pas bouger. C'est très bien. Mais toute victoire politique possède un revers silencieux. Lorsque le combat s'achève, lorsque les drapeaux se replient et que la foule se disperse, un étrange phénomène commence. Mais c'est bien, tu as mené ce combat politique, tu as gagné la lutte. Mais il faut savoir que dans la vie que nous menons, là, il n'y a aucun choix qui est parfait. Même le meilleur des choix possibles vient aussi avec ses conséquences. Tu as eu ta victoire. Le combat est fini. Maintenant, on a plié les maillots et les léquins. La foule des meetings s'est dispersée. Et qu'est-ce que tu ressens maintenant? Il y a quelque chose en toi qui commence à naître. Les voix qui criaient ensemble se taisent. Les visages se raréfient. La mécanique du pouvoir, froide et méthodique, remplace l'émotion de la conquête. Soudain, beaucoup découvrent une vérité que la lutte avait soigneusement dissimulée. Dans la bataille, ils étaient utiles, mais dans la victoire, ils deviennent souvent superflus. Ah oui, la victoire était acquise, mais on a lutté pour le grand chef. Oui, oui, mais on ne le voit plus. Et tous ceux qui sont proches de lui, on ne les voit plus. Pourtant, c'était nous qui avons combattu. C'est nous qui avons fait les meetings. C'est nous qui avons galvanisé les foules. C'est nous qui avons pris les plus grands risques. Et c'est là, après la victoire, que chacun à l'intérieur de lui-même interroge sa propre conscience. Mais pendant le combat, on criait tous ensemble. On était ensemble. On était là dans la lutte. Comment se fait-il aujourd'hui que on ne voit plus les visages? Qu'est-ce qui s'est passé dans la mécanique du pouvoir? L'émotion a remplacé la conquête, malgré qu'on a eu la victoire. Ah oui, dans la bataille, vous étiez utile. On avait besoin de vous. Mais dans la victoire, qu'est-ce que vous devenez?
Vous devenez des statistiques qu'on fait vite d'oublier. C'est là que commence le véritable face-à-face. Non pas avec l'adversaire politique, mais avec soi-même. Et une fois que tu arrives à ce niveau et que tu constates la réalité et que maintenant tu es en face de ta propre conscience, c'est maintenant que le vrai combat commence. Mais ce vrai combat-là, c'est contre qui? C'est contre toi-même et ta propre conscience. Ce n'est plus contre celui que tu voyais comme l'opposant ou bien l'adversaire, mais c'est le combat contre soi-même. La politique a ce pouvoir singulier. Elle élève les hommes par la promesse d'un destin collectif. Puis, elle les redépose brutalement dans l'espace étroit de leur propre réalité. Elle vous utilise quand l'énergie est nécessaire, quand la ferveur doit être entretenue, quand les rangs doivent être serrés. Puis, elle vous oublie avec la même facilité qu'elle vous avait exalté. Il ne s'agit pas d'une trahison. C'est pire que la trahison. C'est une mécanique. Hey, la politique n'est pas un jeu. C'est un bout de phrase, mais ça résume beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la mécanique du pouvoir. Et c'est là que naissent les déceptions des frères du combat. Pourquoi aujourd'hui, grâce à un homme ou à des hommes, des promesses ont été faites pour un destin de tous. Mais aujourd'hui, ces mêmes hommes sont redéposés, ceux qui ont combattu, et on les met en face de leur propre réalité. Et de la même manière que la politique peut vous mettre en haut, la politique peut vous déposer en bas, et puis on ne va plus entendre parler de vous. Et vous allez dire, nous avons été trahis. Mais pour vous dire les choses en vrai, c'est pire qu'une trahison. C'est comme ça que la politique fonctionne. C'est comme ça. Parce que ici on donne des cours politiques et il y a des vérités, là, il faut qu'on vous dise ça. Dans cette mécanique du pouvoir, beaucoup découvrent tardivement qu'ils ont confondu la proximité avec le pouvoir et la possession du pouvoir. La visibilité avec l'influence. Qu'est-ce qu'un homme véritable de pouvoir recherche? Un vrai homme de pouvoir ne cherche pas à être à côté du pouvoir. Un vrai homme du pouvoir cherche à posséder la force qu'on appelle le pouvoir. Un vrai homme de pouvoir cherche l'influence. Il ne cherche pas la visibilité. Un homme de pouvoir cherche la valeur durable. Il ne cherche pas à être utile de façon passagère. En réalité, ce qu'on appelle la mécanique du pouvoir, c'est le miroir de ce qui est cruel. Quand tu es dans le pouvoir et que tu possèdes le pouvoir, tu n'as autre choix que de t'adapter. Et cette adaptation-là fait que ceux avec qui tu avais lutté hier, facilement peuvent devenir tes ennemis. L'utilité momentanée ne doit pas être confondue avec la valeur durable. La politique, en ce sens, est un miroir cruel. Elle révèle à certains qu'ils n'étaient que des instruments de circonstance dans une œuvre qui les dépasse. Qu'on le veuille ou pas, tout politicien utilise d'autres personnes comme des moyens. Oui, oui. Si tu as été utilisé comme un moyen et qu'on n'a plus besoin de toi, pourquoi on va te garder? Cette vérité-là, que ce soit pour nous RHDP, que ce soit pour nous dans l'opposition, ceux qui donnent leur vie aux politiciens, ceux qui pensent que être à côté des politiciens, ça va suffire pour que tu penses que tu as l'illusion du pouvoir, tu te trompes. Toi, tu étais avec les autres pour que les autres aient le pouvoir. Mais la proximité et la visibilité que tu as eue ne te donnent ni la possession réelle du pouvoir, ni l'influence du pouvoir. Quand tu as bien compris ça, tu verras ce miroir cruel, tu comprendras beaucoup de choses. Tu comprendras que tu n'étais qu'un instrument, tu n'étais qu'un objet
qu'on a utilisées pour atteindre un objectif. C'est en ce moment que l'âme moderne vacille, car nous aimons croire que notre engagement nous rend indispensables. Il y a beaucoup dans tous les partis, mais moi j'ai milité pendant 200 ans. J'ai milité, je me suis tué, j'ai fait tout ça là. Pourquoi aujourd'hui je ne suis pas à la hauteur du rendez-vous? Oui, tu étais bon militant. Oui, tu étais bon lorsqu'on pouvait t'utiliser comme un moyen, mais tu n'es pas bon en tant qu'une fin. Tu étais bon qu'en tant qu'un pont, mais pas en tant qu'une destination. J'espère qu'on se comprend très bien. Et je suis très sincère dans ce que je vous dis. Tu étais très bon en tant qu'un pont. C'est-à-dire, tu pouvais nous permettre de franchir l'obstacle. C'est ce que j'appelle le pont. Mais pas en tant que destination, pas en tant que but final. Est-ce que tu comprends ça? C'est là que ton âme va vaciller. Parce que toi sur qui la lourdeur du combat s'est portée. Toi qui as engagé ton âme. Toi qui as pensé que ton engagement te rendait indispensable. Est-ce que tu as l'évaluation? Est-ce que tu as la capacité d'être et de posséder le pouvoir? Non. Nous préférons la chaleur de la mobilisation à la froideur de l'évaluation. Et beaucoup, votre place, c'est dans le troupeau, comme dirait Nietzsche. Et non dans l'évaluation des faits. Et ça, là, ça doit être une leçon pour vous, les gens du RHDP, pour vous, les gens de l'opposition. Nous préférons la fraternité du combat à la solitude de l'après. Ah, le dirigeant nous a trahis. Quand on était au RDR, quand on était au FPI, quand on était au PDCI, quand il y avait le combat, on se sentait tous frères. Mais aujourd'hui, nous nous sentons seuls. Nous sentons qu'il y a aujourd'hui une cassure entre nous et ceux qui ont bénéficié du combat. Hey, c'est totalement normal. Cette solitude de l'après-combat est totalement normale. C'est comme ça, c'est la réalité. Pourquoi ils sont allés prendre de nouvelles personnes alors que nous qui avons milité, lutté là, on n'a rien eu? Parce qu'ils n'ont en réalité plus besoin de vous. Vous n'étiez que des objets à utiliser pour atteindre un objectif. Vous avez joué votre rôle. Ceux que vous voyez qui sont là, que vous estimez indignes d'être là, aujourd'hui, celui qui possède le pouvoir, c'est les hommes qui peuvent l'aider aujourd'hui à maintenir son pouvoir. Voilà la réalité. Donc toi, tu vas rester figé dans le temps du combat. Et aujourd'hui, tu te retrouves, ceux que tu as mis au pouvoir, toi, tu es dans ta solitude. Mais la victoire, quant à elle, ne ment jamais. Elle redistribue les places avec une brutalité que la lutte avait masquée. Quand vous étiez au combat, tout le monde était la même chose. Mais quand la victoire a été acquise, il y a une brutalité que le combat avait cachée. Quand on combattait là, il y a un masque que chacun avait porté. C'est la victoire qui met à jour. C'est la victoire qui va mettre ça à jour. Que non, oui, vous avez combattu. Mais ceux pour qui vous combattiez avaient des masques. Il y a un film de Jim Carrey qu'on appelle The Mask. C'est un film de comédie, mais quand tu fais l'exploitation philosophique, tu comprends beaucoup de choses. Et donc après le combat, la vérité qu'on vous cachait, c'est que tout le monde ne peut pas, quand on va distribuer les rôles là, toi qui étais le bon militant qui pouvait donner ton cœur là, tu vas rester là-bas. Tu vas rester à cette place-là. La redistribution des rôles va enlever les masques. On va chercher maintenant ce dont on a réellement besoin pour maintenir le pouvoir. Voilà pourquoi il y a certains qui sont mis en arrière. Dans ce sous-sol de la conscience politique, l'homme se découvre face à deux questions qu'aucun slogan ne peut éviter. Et une fois qu'une telle réalité se met en face de toi, tu te poses deux questions. La première question, étais-je réellement nécessaire ou étais-je simplement utile pour un instant? Ah, moi, Binet, avec tout ce que j'ai fait là-haut. Donc moi-même là-haut. Donc dans tout combat, avec tout ce que j'ai fait là.
est-ce que moi-même j'étais vraiment nécessaire? Est-ce qu'il en valait la peine que je me sacrifie jusqu'à ce point-là? Est-ce que j'étais réellement utile? Ou bien j'étais simplement utile lorsque il y avait le combat? La deuxième question que tu vas te poser, ai-je servi une cause ou ai-je cherché à me servir d'elle? Mais attends, le combat qu'on a mené là-haut, c'est nous on a mené le combat là-haut. Ou bien c'est le combat qui nous a utilisé en tant qu'objet pour pouvoir servir les autres. Donc combat que nous on a mené là-haut. Donc nous on était des marionnettes pour que d'autres n'ont qu'à venir. Et puis ils vont travailler avec les opposants. Eh Dieu. Donc là-haut, quand on disait qu'on était en train de lutter pour la cause là-haut, donc c'est nous on a été utilisés pour la cause. Hein. Nous on pensait que c'est nous on servait la cause. Déjà c'est la cause qui s'est servie de nous. Donc je me sens utilisé. La politique au fond, c'est une école sévère. Elle peut donner à un homme une importance qu'il n'aurait jamais eue. Mais elle possède aussi l'art de lui rappeler, après la fête, que l'histoire continue très bien sans lui. Et donc, lorsque vous êtes sur le terrain de la politique, là, la première leçon, quand tu rentres dans la classe pour t'asseoir, on te dit là, nul n'est indispensable. La maîtresse qui nous enseigne là, elle est très très sévère. Elle parle pas beaucoup. Elle te dit, un homme là n'est important que tant qu'on peut l'utiliser. Allez demander à Prigogine. Allez demander à Lumumba. Est-ce que ce ne sont pas les Belges qui l'ont formé? Et quand ils n'avaient plus besoin de lui, on n'a gardé qu'une seule dent. C'est comme ça. En politique, là, tout le monde est utilisé. Même ceux que vous pensez aujourd'hui, ceux en qui vous voyez des modèles, sont eux-mêmes utilisés. C'est ça que la maîtresse nous enseigne. Qu'il n'y a pas d'homme indispensable. Et cette maîtresse possède l'art de nous rappeler cela, que la fête est terminée. Que après la fête, qui était le combat, l'histoire peut continuer et elle peut très bien continuer sans chacun de nous. Que vous soyez dans l'opposition au parti au pouvoir. Quand on n'a plus besoin de vous, pourquoi on fait un remaniement ministériel? Ça veut simplement dire on n'a plus besoin de certains. C'est dans cet instant, en ce moment silencieux, après la victoire, que l'engagement révèle sa vérité la plus nue. Et donc, chers partisans et chers opposants, faire de la politique, c'est savoir raison garder et comprendre et savoir sa place. C'est très utile. C'est là que nous nous arrêtons aujourd'hui. Nous passons rapidement à l'épisode de Mère Blanc. Et après, si on a un peu de temps, on va laisser les uns et les autres parler. Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pour vérité. Et ça fait pitié, mais en même temps ça fait rire. Dites-moi, chers condisciples, vous l'avez remarqué aussi, je fais allusion ici à la fermeture de leur temple. Bon, une façon de parler quoi. En tout cas, ce temple était virtuel. Et l'enseignant principal est Satan. Ce qui y enseignait est l'imposture, la délation, le scandale, la cupidité. Un temple d'un savoir détestable. Et c'est ce savoir détestable qui avait pris possession de nos téléphones, dont nous payons la facture de notre poche. Impossible d'éviter leur prière, leur enseignement. Leur motivation, au-delà de se faire de l'argent, c'est la joie d'être reconnus dans les rues. Ils avaient fini par troquer leur honneur contre de la fioriture, de façon éhontée. Ils servaient de bouche de location à des soi-disant leaders politiques, poltrons,
qui mangeaient piment dans leur beuve, mais qui les oubliaient dès le moindre petit pépin. Ibrahim Zighi en est la preuve. La chose n'avait que trop duré cependant. Mais, alhamdoulilah, la rigueur est parvenue à bout de ce bouc. Ça demande pardon à gauche, ça se confond en excuses à droite. Et nous les regardons et nous rigolons. La dernière rencontre des deux présidents, Alassane et Macron, n'a pas arrangé les choses non plus. Ils ont compris que la récréation était bel et bien terminée. Il est vrai qu'ils ont réussi à créer les mois à grande échelle parmi nous. Oui, nous avons souffert de l'attitude de la guêpe pendant l'hospitalisation de feu Amadou Bon Coulibaly. Des rumeurs qu'il fabriquait pour salir nos autorités. Et aujourd'hui, bien évidemment, nombreux sont ceux qui se sont tus. D'ailleurs, qui se souvient encore de Déa Koukounion? Qui sait aujourd'hui où se trouve Johnny Pacheco, cette salamandre qui est en train de cramer dans un endroit caniculaire, au point d'avoir aujourd'hui la teinte de peau d'un margouillat, pardon. Pensez-vous que Oxymore aura le cran de demeurer soldat de Woody? Quant à Hervé Djedje, il s'est fait la malle avec son uniforme de mono ridicule. Ah, les temps sont en train de changer. Et oui, chaque chose a son terme. Là, le temple du savoir des ploucs est en train de fermer. Mais c'est la fin du film qui va nous faire rigoler. Merci et à bientôt. Merci à Mère Blonde. Et comme j'aime à vous le dire, comme par télépathie, elle vous a donné la conclusion qu'il fallait. Et c'est ça, quand tu deviens le pecno des hommes politiques, quand tu deviens le chiot de compagnie des hommes politiques, et que tu prends ta bouche pour faire de la location, pour manger leur piment à leur place, voilà comment tu finis. Et chers Ivoiriens, faire de la politique, ce n'est pas être. Ce n'est pas faire du suicide. C'est pas se sacrifier. Faire de la politique, ou bien parler de la politique, c'est parler d'un langage qui peut être utile et qui peut apporter quelque chose. Qui peut contraindre même le politicien que tu aimes à faire ce que la majorité veut. Notre intérêt ne réside pas dans l'intérêt individuel. Toi, tu parles, tu vas gagner peut-être 100 000, ou même tu auras un peu de visibilité. C'est très bien. Mais ça va t'amener où? Visibilité n'a jamais construit maison. Le politicien, là, tant qu'il a besoin de toi, là, il ne va jamais t'arranger. Il va te maintenir dans ta condition de chien pour que tu puisses toujours aboyer pour lui. Et il va aller prendre ceux qui lui sont utiles pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, il a regardé le cas de ceux que l'opposition ivoirienne a transformés en terroristes. Ils sont aujourd'hui dans les geôles, en prison. Ils sont en face et seuls de leur destin aujourd'hui. Laurent Gbagbo, là, même si tu l'attrapes et puis tu l'attaches à un grumé, là, il va dire que lui n'a rien à voir avec Lida Kwasi. Il va te dire que les jeunes qui ont voulu bombarder à Vagou, là, que lui n'a rien à voir avec eux. Parce qu'il va sauver sa peau. Et cette leçon-là, si vous êtes prêts à donner vos vies aux politiciens, c'est une très bonne chose. Ils en ont besoin d'ailleurs. Et c'est pourquoi ils conservent la vie de leurs enfants et leur propre vie. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens suffisamment idiots, des gens suffisamment pecnos, des ploucs, qui sont prêts à donner leur vie. Et quand c'est comme ça, eux peuvent réaliser, les politiciens, ils peuvent réaliser leur destin. Et donc, tous ceux qui ont pensé que c'était un moment où ils pouvaient tout faire, quand les conséquences viennent se mettre en face de vous, c'est là que, comme on le dit, vous allez lire là. Chers parents, chers Ivoiriens, c'est un pays que nous sommes en train de construire. Nous ne sommes pas dans un amusement. Que vous soyez opposant ou que vous soyez du parti au pouvoir, si ce que vous dites ne peut pas être utile à changer positivement la vie des Ivoiriens, si ce que vous dites ne peut pas apporter
une chose meilleure que les choses ne l'étaient, c'est que vous êtes disqualifié du débat. Et vous ne méritez même pas de perdre du temps à la Côte d'Ivoire. Et beaucoup de bouffons politiques, beaucoup de bouffons sont utilisés par les politiciens pour amuser la galerie. Mais à la fin, quand on les met dans leur retranchement à la maca, ou bien lorsqu'ils se retrouvent en difficulté, aujourd'hui ils deviennent petits. Il y a combien aujourd'hui? Même hier, j'entendais quelqu'un dire, mais et les islamistes là où ils sont partis? Mais qu'est-ce qu'on vous avait prédit? Que toutes ces personnes-là vont aller et se replier. Aujourd'hui là, est-ce que vous les voyez encore? Ça doit être une matière à réflexion. N'est-il pas mieux de venir, selon ce que chacun sait, de développer des sujets ou des thématiques qui peuvent être utiles même à l'esprit? C'est comme la classe éclaireur pro-vérité. Nous avons des positions idéologiques et politiques très tranchées. Mais on ne peut pas organiser une émission et puis quelqu'un va dire, moi je n'ai rien appris. Si tu n'as rien appris dans la vie, tu vas apprendre dans un autre domaine. Ici, nous jouons sur les œuvres de l'esprit. Nous donnons et nous recevons. Ici, nous éduquons. Ici, nous éveillons les consciences. Et pour nous, c'est ça. Et ici, nous remettons les politiciens à leur place. Autant les politiciens sont à la recherche de leur bonheur, dès que nous les mettons à la charge publique, dès que nous les mettons à une fonction, c'est à nous d'être les gardiens pour leur dire on n'est pas d'accord ou on est d'accord avec ceci. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. On n'a pas assez de temps. On va partir avec maman Aki, on va partir avec maman Sali et on va terminer avec le père Martial. On va donc enclencher. On va demander aux uns aux autres d'être très efficaces. On n'a plus que 20 minutes. Et donc, on va diviser cela avec l'efficacité entre les 3 personnes pour qu'on puisse aller rapidement. Alors? Je vous salue de là où vous êtes. Éclaireur, monsieur Adama Bitogo, c'est de lui que j'ai envie de parler et je lui parle directement, plus ou moins. Comment se fait-il que votre arrivée, monsieur Bitogo, à la mairie de votre lieu soit célébrée comme étant un événement avec une délégation qui vous accueille et comme pour dire que c'est une fierté de vous comporter comme ça. Vous nous partagez en plus cette mise en scène, vraiment. Dans une vidéo que, je sais pas qui l'a mise en ligne, mais on vous voit arriver où vous êtes accueilli par une délégation comme si vous étiez plutôt, un visiteur. Et là, on parle de votre lieu de travail. Monsieur Bitogo, est-ce que c'est ce que vous avez à nous servir? Que voulez-vous que cette extravagance, que j'appelle extravagance bien sûr, de votre personne-là fasse dans nos vies? En réalité, c'est un peu nous mépriser. Et puis, c'est même gênant. Vous n'êtes plus à identifier, recenser et travailler à apporter de l'amélioration à votre municipalité pour ses habitants, mais plutôt vouloir nous impressionner avec votre personne où il faille qu'une délégation, je le disais, doit être là pour vous accueillir en arrivant à votre lieu de travail. Vous devriez en être, franchement, selon moi, un peu plus gêné que ça. C'est un peu comme si ceux qui vous accueillaient là, en lieu d'être à leur poste de travail pour administrer du service aux riverains, enfin aux clients, l'enjeu pourrait être plutôt de s'assurer que M. Bitogo qu'on vous accueille de façon majestueuse. Franchement, c'est désolant. M. Bitogo, Yopougon a trop de besoins. Et
C'est de ça franchement, qu'il va vraiment s'occuper. N'est-ce pas que nous avez aussi promis qu'à Yopougon, il allait que Yopougon allait faire objet d'une commune où on viendrait faire du tourisme quand vous étiez en train d'être élu, ou alors quand vous veniez d'être élu. Combien d'années alors de votre mandat sont passées depuis? Nous attendons en tout cas cette transformation de Yopougon avec vous, Monsieur Bitogo, et nous la réclamons. Cette transformation, nous la réclamons et nous voulons qu'elle soit réelle. En tout cas, franchement, pour le maire de Yopougon que vous êtes, ce que nous avons vu, ce qui est balancé par rapport à votre arrivée à la mairie, est des plus désolantes. Merci, éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Et ce que vous dites là, c'est simplement d'inviter les hommes politiques au travail, plutôt que à la promotion de leur personne. Et le message, il est très clair. En tout cas, ce qui caractérise aujourd'hui le RHDP, c'est plus le travail et le résultat qu'on donne à nos populations et non le culte de la personnalité. Et je suis totalement d'accord avec vous, parce que les hommes, ça passe, mais le travail et ce qu'on fait, c'est la population qui retient cela. Le peuple a une conscience qui ne trahit jamais. Le peuple ne sait pas mentir dans sa conscience. Quand c'est bien fait, que quand ça lui est utile, il s'en souviendra. Et c'est sur ce chemin-là qu'il faut aller. Et c'est ce que nous recommandons en tout cas à tous les cadres et à tous ceux qui sont à la charge publique de s'y atteler, de s'y mettre pour apporter des résultats. La personne humaine, elle est éphémère. Faisons le travail qui peut nous rendre immortels. Voilà ce que j'aurais pu ajouter, cher maire. Merci pour aujourd'hui. On va faire bref. Voilà, espérons que les choses changent. Merci. Merci infiniment, cher maire. Allô? Oui, bonjour, cher maire, comment allez-vous? Bonjour, mon professeur 5 étoiles, je vais bien, vous. Dieu merci, tout va extrêmement bien. L'activité, la famille, tout le monde va bien, j'espère. Grâce à Dieu, tout le monde va bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Que Dieu nous aide. Je vais aller vite. Amin, comme le frère Marcel est derrière, je vais aller vite. Bonjour les DPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Dimanche Moubarak à tous. Excellent vendredi à tous ceux qui nous suivent et que Dieu nous garde dans sa miséricorde et dans sa grâce. L'éclaireur, aucune compassion pour tous ceux qui vont aller se faire servir des femmes chères à canon dans ces pays qui sont en train dans le combat des gourous. Tous ceux qui vont aller se faire comme des chairs à canon, aucune compassion, c'est des gens qui vont au suicide. Donc, pourquoi avoir pitié de quelqu'un qui a envie d'aller se suicider? Donc, ils aillent. Et vraiment, merci l'éclaireur pour ce que tu viens de dire tout de suite, la politique. Et c'est ça la politique, hein. Ah oui, c'est ça la politique. Donc il faut la comprendre pour pouvoir la faire. Merci professeur, je m'arrête là. Le frère Marcel va développer, voilà, parce que c'est qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc je m'arrête là et que Dieu nous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Papa Ado et tous ceux qui l'entourent et que Dieu ait toujours sa main sur nos soldats, nos voyants combattants qui sont aux frontières là-bas en train de donner la sécurité à nos parents. Normalement, tout homme du Nord doit vraiment faire des bénédictions pour ces soldats. Ils font un travail excellent. Grâce à eux, nos parents ne sont pas inquiétés au Nord. Vraiment qu'on prie beaucoup pour ces soldats et que Dieu les multiplie avec ses anges. Merci, que Dieu te protège, prochain éclaireur, ainsi que tous les EPV. Merci. Merci beaucoup, cher maire. Merci de votre fidélité. Merci de votre abnégation. Merci de votre détermination. Et ça, qu'il pleuve, qu'il neige, même si c'est pour venir dire, je salue l'armée de la Côte d'Ivoire, vous êtes toujours là. Et les hommes de caractère, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup. On pourrait appeler ça la fidélité, on pourrait appeler ça la détermination, mais quoi qu'on dise, les hommes ne se surpassent que par les valeurs. Et vraiment, merci beaucoup et merci à toute la classe éclaireur pour vérité. Et merci à tous les frères et à tous les Chao, comme aussi à toutes les Mao.
Et merci à la classe Éclaireur Pro Vérité pour tout l'amour et la détermination dont vous ne cessez de faire preuve. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci, professeur, ça vient de vous. Merci et que Dieu nous protège. Excellent vendredi à tous. Merci. Amen. Chers parents, nous allons passer avec le patriarche Martial Koulibaly, qui va nous instruire et on va prendre des cours. Et donc, soyez prêts, prenez vos stylos et avec des cahiers pour en prendre suffisamment. Allô? Allô? Oui, bonsoir Éclaireur. Bonsoir le patriarche, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Éclaireur, dis-moi, si le son n'est pas bon, faut me dire, j'ai tout éteint, parce que la dernière fois, je crois qu'il y avait un problème de son, mais c'était mon téléphone qui, j'avais mis sur le haut-parleur. Donc si c'est pas bon, je vais enlever le haut-parleur et puis mettre sur mon oreille. Moi, je vous entends parfaitement. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de bruit de fond. Non, il n'y en a pas. Très bien, merci. Merci beaucoup, Éclaireur. Bonjour à toi, bonjour à tous les EBV. Bonjour, cher patriarche. J'ai la parole, oui, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, Éclaireur, merci. Éclaireur, je vais aller très rapidement, comme tu l'as dit, tu n'as pas assez de temps. Je vais parler de deux sujets, mais je commence par le sujet des Africains qui sont recrutés de façon malicieuse par l'armée pour la guerre en Ukraine. À ce niveau-là, bon, je pense que c'est un griffe. Je dirais que c'est pas très correct de la part de la Russie. Ça montre que cet État-là, ce pays-là, vraiment en griffe se comporte un peu comme un État voyou. Et je le dis parce que la Russie n'est pas le seul pays à recruter des étrangers. La France a la Légion étrangère. Les États-Unis aussi, ils recrutent des étrangers. Mais ils le font de façon claire et nette et précise. Et c'est encadré par la loi. C'est encadré par un ordonnancement juridique. Et dans le cas de la Russie, on blague les jeunes et puis on les fait partir pour aller. On profite en fait de la faiblesse économique, des problèmes financiers des Africains et on les exploite. Ça, c'est de l'exploitation, tout simplement. On les utilise, comme tu le dis, tu l'as dit dans l'article, c'est comme des chairs à canon. Et ça, c'est vraiment triste et c'est pas normal. Bon, qu'est-ce que les États africains peuvent faire? On a très peu de marge de manœuvre. Mais il y a eu quand même quelques protestations. Je sais que le Cameroun s'est plaint à un moment donné officiellement, après la mort, je crois, de plusieurs étudiants qui avaient été recrutés en Russie. La Zambie aussi s'est plaint. Le Nigeria, en 2024, s'était plaint aussi parce que des étudiants avaient été recrutés par l'armée russe. Mais bon, n'empêche qu'ils ont continué. Et puis, on peut peut-être, les États africains peuvent faire ce que j'appelle des lettres de protestation sur le plan diplomatique, mais ça ne va pas changer grand-chose. Et puis bon, au fond, les gens se demandent, est-ce que le jour en gros la chandelle, je m'explique, ce sont souvent des adultes vaccinés qui décident d'aller chercher un mieux-être dans un pays étranger. Mais le hic et le bémol, c'est qu'en face, on ne leur dit pas la vérité, on les recrute sur base de mensonges. Je pense que c'est sur ce point-là que les États peuvent quand même interpeller les Russes en leur disant, bon, si vous voulez recruter des gens, recrutez-les en leur disant la vérité. Que les gens sachent à quoi ils s'en tiennent, non pas plutôt les piéger, parce que c'est ça, c'est les piéger en tout cas, ça il faut le reconnaître. Bon, il faut dire aussi que c'est encore une perversion de l'État russe qui a parlé du fait que quand on est amis avec eux, une fois qu'on est attaqué, quand c'est les États-Unis, ils se taisent. Ils font pas grand-chose, ils croisent leurs doigts et ils passent à autre chose parce qu'ils sont déjà trop occupés dans la guerre en Ukraine. Donc on voit bien que l'État russe est un État limité et les faits nous donnent toujours raison. La seule chose qui fait que les gens craignent la Russie, c'est l'arme nucléaire qu'ils possèdent, c'est tout. S'ils n'avaient pas autant d'ogives nucléaires, je pense que la Russie serait un pays quelconque dans le monde aujourd'hui. Ça, c'est pas un débat, c'est une réalité. Les gens peuvent aimer la Russie, c'est pas interdit, parce qu'on est libre de choisir qui on veut aimer, mais il faut pas aimer la Russie ou croire que la Russie serait comme l'oncle Sam. C'est-à-dire la Russie doit venir vous défendre.
si vous avez des problèmes. Au contraire, la Russie profite toujours, ils viennent souvent en sauveur, mais ils viennent après, ils deviennent le persécuteur. Voilà le problème avec la Russie. On l'a dit plusieurs fois sur cette plateforme-là, et on se rend compte aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Tu l'as cité, je ne veux pas revenir dessus. Mais il ne faut pas se leurrer. Ils ne peuvent pas aider économiquement, ils ne peuvent pas aider financièrement, ils ne peuvent pas aider militairement. Même les armements qu'ils vendent, les avions qu'ils vendent, ils ne sont pas capables d'avoir les pièces de rechange. Parce qu'il y a un embargo sur eux. Bon, à ce moment-là, c'est qu'il faut véritablement faire preuve de lucidité et savoir choisir ses amis. Parce que les pays n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Voilà. Je vais m'arrêter là sur la question de la Russie. Concernant l'électricité, le problème de l'électricité, sur cette plateforme, je pense que j'avais déjà plus ou moins abordé les raisons. J'avais dit que c'était un problème de transport d'électricité. Et le véritable problème de la Côte d'Ivoire, c'était pas un problème de production d'électricité, c'était plutôt un problème de transport d'électricité. Parce qu'au niveau du transport d'électricité, il y a plusieurs équipements. Voilà, et les équipements sont les équipements lourds. Il faut le reconnaître. Notamment les transformateurs qui sont utilisés. Et il y a plusieurs calibres de transformateurs. Et rappelez-vous, il y a 1 an ou 2 ans, il y a un transformateur très important qui avait cramé du côté de Brésil. C'est-à-dire que quand on finit de fabriquer l'électricité, quand on finit de produire, l'un des premiers transformateurs qui reçoit l'électricité avant de l'envoyer par des lignes de haute tension vers d'autres transformateurs à cramer. Donc pour le remplacer, ça met du temps. Donc ça crée ce qu'on appelle un boulot d'étranglement dans le transport déjà. Donc ça c'est l'un des premiers problèmes. Maintenant sans compter l'urbanisation galopante et tous les azimuts qui se fait autour d'Abidjan, sachant qu'il y a une concentration de personnes au niveau d'Abidjan et dans la banlieue abidjanaise. Donc, les transformateurs qui doivent recevoir 100 personnes finissent par se retrouver à recevoir 200 à 300 compteurs à alimenter. Et effectivement, ce sont des équipements qui chauffent lorsqu'ils fonctionnent. Donc, quand on est dans les périodes de forte chaleur, du coup, quelque chose qui fonctionne en chauffant, les transports ont un système comme protection. Quand ça chauffe jusqu'à un certain niveau, lui-même, il saute. Donc, le transformateur, c'est comme un disjoncteur, il saute. Quand il s'éteint, tout le quartier, tout le secteur que ce transformateur-là alimente, tout juste dans le noir. Donc, du coup, ça devient comme une sorte de délestage organisé. En réalité, ce n'est pas ça. Maintenant, au niveau des transports d'électricité, il y a 2 institutions importantes. Il y a Côte d'Ivoire Énergie, qui détient la plus grande partie et qui est un organisme étatique qui s'occupe de la maintenance, effectivement, de tous les équipements. C'est lui qui fait tout ce qu'on appelle le dimensionnement des équipements, qui fait la maintenance de ces équipements et qui informe l'État des dépenses à effectuer par rapport à des nouveaux transformateurs à installer ou à des capacités à augmenter, ainsi de suite. Souvent, ça se fait généralement sur au minimum 2 à 3 ans. Il faut se préparer d'avance. Comme je l'ai dit, les transformateurs et les équipements sont des équipements lourds. On ne les fabrique pas d'avance. C'est sur commande qu'on les fabrique. Donc, voilà pourquoi le ministre a dit que c'est quelque chose qui va prendre 1 an ou 2 ans. Faut pas oublier que ce n'est pas seulement Abidjan. C'est également l'intérieur du pays. Donc, c'est une affaire de tout le territoire national. Donc, même si on a, parce que j'ai lu sur Facebook un long article, une longue tribune d'un monsieur qui était très bien rédigé d'ailleurs, mais le seul problème qu'il y avait dans sa tribune, c'est qu'à la fin, il a voulu dédouaner la CIE. Donc, c'est pour ça que je précise que dans le transport de l'énergie, il y a la CIE qui a une petite partie des transformateurs qui lui appartient et qui doit maintenir, ça c'est pas l'État. Donc il y a aussi la CIE qui ne fait pas sa part. Voilà. Et le jour où j'avais parlé de cette affaire, j'avais dit que j'ai eu à travailler sur des contrats justement, il y a un contrat de la CIE et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une affaire il y a plus de 20 ans, on avait déjà prédit que les transformateurs de la CIE allaient avoir des problèmes. Et que ça allait être non seulement insuffisant en termes de dimensionnement, mais que surtout la maintenance allait faire défaut. Et aujourd'hui, c'est dans cette situation que nous sommes plus ou moins, mais naturellement,
le ministre n'a pas voulu rentrer dans tous les détails et il n'a pas voulu non plus accuser la CIE parce qu'effectivement, c'est Côte d'Ivoire Énergie, donc l'État qui a plus de 80% d'équipements de maintenance à faire et de nouveaux équipements à acheter. Donc, c'était quand même des précisions que j'ai voulu apporter sur ce point-là, concernant l'électricité, et dire que on a augmenté, et c'est un peu un phénomène, ce que nous vivons aujourd'hui, l'Inde a connu ce problème-là, l'Afrique du Sud même continue de connaître ce genre de problème, et n'a pas trouvé de solution. Aujourd'hui, le Nigeria a ce problème-là. Figurez-vous que le Nigeria produit plus d'électricité, mais le Nigeria n'arrive pas à être autosuffisant en électricité. Mais il se trouve que la Côte d'Ivoire produit moins que le Ghana, mais l'électricité de la Côte d'Ivoire est plus disponible que l'électricité du Ghana, de sorte que le Ghana est obligé d'acheter l'électricité à la Côte d'Ivoire. C'est incroyable, mais allez-y vérifier. Informez-vous sur Internet, sur Google, et vous allez vérifier ce que je viens de vous dire. Donc c'est une réalité. La Côte d'Ivoire produit 2900, 3000 mégawatts maximum. On doit normalement d'ici 2030 doubler cette capacité. Mais nous, notre production d'électricité est ici et maintenant disponible. Au Ghana, ils ont près de 5000, mais ce n'est pas disponible immédiatement. Ce n'est pas tout le temps disponible. Donc du coup, ils sont obligés de se rabattre sur la Côte d'Ivoire pour compléter leurs besoins en électricité. Et que voilà ce que je voulais juste ajouter. Je vais m'arrêter là, j'ai fait 10 minutes 40 secondes. Vraiment, merci beaucoup le patriarche. C'est un énorme plaisir pour nous que de voir des intellectuels qui se mettent à notre niveau et venir réexpliquer. Et quand vous expliquez de cette façon-là, que c'est tellement bien compris, qui peut encore se plaindre ou bien qui peut encore dire qu'on ne connaît pas les raisons. Donc, aujourd'hui, maintenant, vous voyez que aujourd'hui, tous ceux qui ont suivi cette émission-là, quand les gens vont dire que le courant est coupé, on peut leur dire non, ce n'est même plus la saison. Parce que cet argument, on va le laisser, c'est du fallacieux. On va dire, voilà la vraie raison. Et donc, chers parents, ne cachez pas la vérité. Et vraiment, grâce à des personnes comme vous qui viennent encore pour spécifier. Et quand vous dites, il y a des termes que vous dites, moi-même, j'ai travaillé dedans. C'est des choses qui marquent et qui impactent parce que on comprend que, il y a quelqu'un, lui ne vient pas pour parler, mais il est dedans, mais il était dedans. Et ça, c'est vraiment utile et ça renforce beaucoup notre communication parce que les gens ne parlent ici que de ce qu'ils savent. Et vraiment, merci à vous. Merci de cet apport qui est hautement utile et qui va servir aux uns aux autres. Et vraiment, merci aussi pour ce que vous avez dit de la Russie avec les solutions que vous avez aussi données. Et c'est là que va prendre le direct va prendre fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour. Que Dieu nous permette de vivre suffisamment longtemps. Et cher patriarche, nous vous laissons le mot de la fin. Merci beaucoup, Éclairé. Merci encore une fois des différentes thématiques que tu abordes tout quotidiennement, hein, des éclairages que tu apportes à tout le monde, vraiment, et surtout, je dirais à toute la population ivoirienne, parce que c'est pas seulement aux militants aux sympathisants du RHCP. Merci pour le point que tu as abordé concernant le parcours politique du militant. Savoir que on se plaint, c'est vrai, moi y compris, hein, mais il faut savoir que la révolution et les changements mangent toujours leurs enfants. Malheureusement, c'est un fait réel. Je vais donner un fait historique français. Robespierre, qui a conduit la Révolution française, qui était un avocat, en 1789, a été guillotiné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que lui, il a aidé à libérer les pauvres, la majorité de la population, mais il a été guillotiné. Ça veut dire que, en fin de compte là, il n'a pas survécu. Et les gens ont continué sans lui. Donc, alors que c'est lui qui fait qu'aujourd'hui, on parle de liberté, on parle de démocratie, c'est quelqu'un qui a conduit la Révolution française. En tout cas, c'était l'une des têtes fortes. Donc, c'est un exemple historique que je donne. Ça date d'il y a plusieurs siècles derrière nous. Vous vous rendez compte que c'est pas propre à un parti politique, c'est pas propre à un pays. Moi-même, dans mes recherches, je me suis rendu compte que c'est, même au Cameroun, tout le monde se plaint comme ça. C'est-à-dire que c'est une question de handicap de chance. Tu peux être militant de première heure et te retrouver ministre. Tu peux être militant de première heure et ne jamais rien avoir. C'est pour ça que si tu gagnes, si tu reçois, c'est bien. Si tu ne reçois pas directement, mais tu as toujours un gain indirect. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, le gain indirect que nous avons tous eu, c'est qu'on est plus libre de circuler dans ce pays-là. On n'a plus peur
de se balader 24 heures sur 24, tu peux sortir à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin pour aller où tu veux. La preuve, les supermarchés sont ouverts, certains supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24 à Abidjan. Remarquez que les dimanches, très souvent je vous dis quoi, je vais au supermarché. Ça veut dire que si je n'ai pas eu le temps dans la journée là, à 23 heures, je prends ma voiture, je m'en vais au supermarché, je fais les achats, je reviens à la maison tranquille avec mes enfants, ou bien je vais seul. Donc vous voyez que si c'est pas la sécurité là, on ne peut pas faire ça. Donc c'est un gain indirect. Et nous avons toujours, je dirais même un gain direct pour toute la population. La liberté d'expression qu'aujourd'hui nous avons. On parle sur les chaînes de télévision, on dit ce qu'on a envie de dire. On insulte le président même à la limite. On revient à la maison, on va boire nos bières et puis on dort. Il n'y a rien. Donc franchement, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être directeur général, mais on n'a pas tort non plus d'interpeller la direction du parti. Ça aussi c'est un fait, c'est une réalité. Mais c'est bon, ce genre de rappel que tu as eu à faire aujourd'hui, et franchement c'est très sage de ta part, et c'est philosophiquement tellement intéressant pour nous tous, et c'est un rappel, le rappel est toujours utile, comme on le dit aux croyants. Que Dieu nous donne tous, à tous, la bonne compréhension dans ce mois béni de Ramadan, et dans ce mois béni de jeûne pour les chrétiens catholiques. Que Dieu nous aide tous, que Dieu renforce toujours la personne, que lui accorde autant de baraka possible, que Dieu renforce la Côte d'Ivoire dans tous les compartiments, que Dieu aide ce pays-là à demeurer en paix, que Dieu fasse en sorte que le pouvoir RNDP soit toujours renforcé, mais surtout fasse preuve de la plus grande lucidité dans les prises de décision, dans la conduite des affaires publiques, des affaires de l'État. Que Dieu fasse en sorte que les personnes idoines soient toujours aux places qu'il faut afin de mener à bien le bateau ivoire. Que Dieu nous protège des effets collatéraux et des conséquences de la guerre qui se vit actuellement entre les États-Unis, Israël et l'Iran, que j'appelle la guerre américano-israélo-iranienne. Parce que la fermeture du détroit d'Ormuz là, aujourd'hui, dans peu de temps, nous allons tous avoir les conséquences, étant donné que le détroit étant fermé, CGM qui est l'un des plus gros armateurs dans le monde, est en train de faire un contournement par le cap de Bonne-Espérance, et il demande que tous ceux qui pour le transport maritime, ils ajoutent $4,000 par conteneur, je crois, et ça, ce sera répercuté sur le consommateur final que nous sommes. Que Dieu nous accorde toute la baraka nécessaire, que Dieu fasse en sorte que la sagesse puisse gagner les uns et les autres. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur, pour terminer. Merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu nous aide tous. Amen. Alhamdulillah. Merci beaucoup, cher patriarche. Merci pour les prières et que Dieu les accepte. Et que Dieu nous permette de vivre suffisamment longtemps pour voir ce que demain nous réserve. Excellent. Inch'Allah. À chacun et à chacune. Merci beaucoup. Merci beaucoup, éclaireur. Merci.